20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Démarrage des élections pour le Haut Conseil des collectivités territoriales le 4 septembre prochain. Des élections qui se feront sans le FSDBJ. Les militants du parti de Cheikh Bamba Dièye refusent d'y prendre part et qualifient le scrutin de mascarade politique. Affaire Nafingom Keïta, Maître Ousmane Seye reproche à l'ex-présidente de l'OFNAC ses indiscrétions. L'avocat lui conseille par ailleurs de renoncer à l'introduction du recours annoncé pour contester le décret ayant mis fin à ses fonctions. Le site Juste remet ça, 3 jours de grève pour une meilleure considération des travailleurs de la justice. À Saint-Louis, le mouvement d'humeur a été observé à 100% aux grandes dames des visiteurs qui ont manifesté leur désarroi. Et puis, panne des installations électriques à Cambérène 1, la Sénélec l'impute à des défaillances d'ordre technique et promet de rétablir la situation. Toutefois, la Société nationale d'électricité appelle les citoyens à un comportement responsable pour leur faciliter le travail. Et justement, l'invité du 20h est M. Moussa Diagne, directeur de la distribution et des achats d'énergie à la Sénélec. Il sera interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Au Conseil des collectivités territoriales, les élections fixées au 4 septembre prochain. Alors, objectif de cette institution, permettre aux élus locaux d'avoir un meilleur cadre de concertation, mais le FSDBJ est sceptique. Le parti de Cheikh Bamba Dièye, qui parle de mascarade et de gaspillage, ne compte pas participer à ce scrutin. Pour rappel, 150 membres, dont 70 nommés par le président de la République, vont composer ce Haut Conseil fatidien. Modou Diop. Une institution, 150 membres, des élections fixées, le Haut Conseil des collectivités territoriales bientôt installé, le camp présidentiel fin prêt, une partie de l'opposition s'abstient. L'Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar sont prêtes pour ces élections-là, dans la mesure où nous avons une assise sociologique aujourd'hui qui dépasse les 80% en termes d'élus locaux au niveau du Sénégal. Le Haut Conseil des collectivités locales est juste une institution de plus pour caser un allié politique et pour caser un personnel politique. L'opposition ne voit pas l'utilité d'une telle institution. Le FSDBJ parle de Sénat bis du côté de l'APR. C'est une institution aux multiples enjeux. C'est une institution de plus, comme le Sénat que nous avons tant décrié, qui va être une institution budgétivore. Les dés sont déjà jetés. Nous savons à qui cette institution budgétivore de plus est destinée. Le collège électoral est composé des conseillers, des élus locaux, qui vont donc élire dans le cadre d'un quota. Et il y a également un quota qui est réservé au président de la République. Dans ce débat concernant la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales, l'acte 3 de la décentralisation est évoqué. Mais le Haut Conseil des collectivités territoriales est un maillon de la chaîne de l'acte 3 de la décentralisation. Les défis du président de la République par rapport à cet acte 3 et par rapport à la décentralisation étaient de voir comment résoudre les problèmes qu'ont créé cet acte 3-là de la décentralisation. Dimanche 4 septembre 2016, la date retenue pour élire les 150 membres de ce Haut Conseil, 70 nommés directement par le président de la République, les 80 élus au suffrage majoritaire départemental. À la une de l'actualité politique, la polémique autour du départ de Nafingom Keïta de l'OFNAC qui enfle de plus en plus. Maître Ousmane Seye déplore l'attitude de l'ex-présidente de l'OFNAC qui lui reproche d'avoir dérogé à son devoir de réserve en se livrant à des déballages. L'avocat conseille à la concernée de revenir à de meilleurs sentiments et de renoncer au recours qu'elle aurait décidé d'introduire auprès de la Cour suprême pour contester justement le décret ayant mis fin à ses fonctions. Je vous propose d'écouter Maître Ousmane Seye, il est au micro de Chérif Dia. Le fonctionnaire est tenu à la réserve, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste au déballage fait par plusieurs fonctionnaires, soit au nom de la politique ou d'autres choses, et l'État ne fonctionne pas comme ça.
l'État a ses règles. Et je crois qu'il faut préserver, en tout cas, le droit de réserve, parce que sans la réserve, l'administration est nue. Et personne n'a intérêt à la nudité de l'administration. Je déplore ce déballage. Et vous me permettrez de faire un appel public à Mme Nafi Ngom Keïta, avec qui j'ai des relations amicales très poussées. C'est une grande dame de valeur, un grand fonctionnaire de l'État, qui a toujours occupé de grandes fonctions, qui a fait un parcours exceptionnel. Je lui demande de ne pas céder à la pression de certaines personnes qui ne croient pas à la valeur républicaine, aux valeurs républicaines. Il ne faut pas qu'elle entre en conflit avec l'État ou avec le président de la République. Étant un grand fonctionnaire, elle doit rester à la disposition de l'État. Rester à la disposition de l'État, comme un militaire. Le fonctionnaire peut changer de fonction. Elle a occupé de grandes fonctions avant d'occuper le poste de présidente de l'OFNAC. Elle peut occuper demain d'autres grandes fonctions, même si elle est à la retraite. Je lui demande quand même de garder sa sérénité, son calme et d'être ce qu'elle a toujours été. Et puis le devoir de réserve, nous en parlons encore dans ce journal avec ce coup de projecteur sur l'attitude de certaines autorités politiques ou publiques qui consiste à se répandre sur la place publique au lendemain d'une prise de mesures qui leur est défavorable. Les cas Nafi Ngom Keïta ou encore Ousmane Sonko en sont des illustrations palpables. Pour une certaine frange de la population, eh bien, il faut dire stop au déballage. Mais pour Babacar Gaye du PDS, il faut être prudent avec le terme déballage et parvenir à distinguer justement ceux qui défendent leurs intérêts crypto-personnels de ceux qui servent les intérêts de la nation. Il s'est exprimé dans ce reportage signé Mamadou Fall et Modou Diop. Du déballage qualifient certains Sénégalais les différentes sorties médiatiques de certaines autorités publiques ou politiques. Une fois démises de leurs fonctions, certaines personnalités se livrent à ces jeux. Mais attention, nous dit Babacar Gaye, responsable du Parti démocratique sénégalais. Pour les cas qui nous concernent, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. En ce qui concerne Sonko, c'est un chef de parti politique qui estime devoir donner son opinion sur la marche du pays, surtout dans cette période où l'opinion publique attend du gouvernement des pratiques saines de bonne gouvernance. Je ne pense pas qu'il ait dévoilé des secrets qu'il détenait de par ses fonctions. Il a agi dans le cadre du débat politique ambiant. En ce qui concerne par contre le Premier ministre Abdoul Mbaye, j'estime que s'il sait des choses sur l'affaire de Petrotim, sur la gestion du gaz, il aurait dû, en tant que Premier ministre, prendre position. Pour lui, faire du déballage, c'est tenir des propos pouvant mettre le pays dans le chaos. On ne devrait parler de secret d'État que quand la divulgation de l'information porte atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que cela porte préjudice à la nation tout entière. À chaque fois qu'une information sort à des fins personnelles, de mon point de vue, ou à des fins de nuisance, c'est du déballage. Tout fonctionnaire a le droit de s'exprimer pour préserver l'intérêt de la nation, soutient Babacar Gaye, avant de souligner que tout fonctionnaire également a le droit de réserve sur certaines choses confidentielles ou à la limite jugées secret d'État. Et nous restons avec l'opposition qui réagit suite au dernier Conseil des ministres décentralisé. Pour le PDS, la tournée du chef de l'État aux allures de campagne électorale prouve encore l'incapacité du gouvernement à résoudre les problèmes des concitoyens engagés dans une bataille de conquête et de reconquête du pouvoir. Le PDS et Réumi déroulent de nouvelles stratégies, des stratégies qu'elles ont déclinées dans ce reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Pikine Nord a accueilli le premier week-end bleu, une occasion pour les libéraux de tirer le bilan du dernier conseil des ministres décentralisé tenu en banlieue. Les opposants du pouvoir sont loin d'être emballés par les promesses du chef de l'État. Tout ce qu'il a inauguré dans la banlieue, tout ce qu'il a inauguré dans le département de Pikine est le produit du travail d'Ablaye Wade. Après tout ce qu'il a fait, il n'a réussi que deux choses, deux petites choses. Un petit centre de conférence, de rien du tout, financé par l'Union européenne, et un petit pont. Notre candidat arrive, il est prêt, il sera avec nous
Il est allé chercher des forces, il s'entraîne, il viendra dans le ring. Dès que l'arbitre sonne le début du combat, tout le monde sait ce qui va se passer. 3 uppercuts, un crochet du droit et c'est terminé. Le combat sera terminé parce que Macky Sall sera à terre. Ce n'est pas une première. Depuis que Macky Sall est là, il a tenu tout le temps des conseils des ministres décentralisés. Et depuis 4 ans, je pense qu'il n'y a pas une seule région qui vous dit que les milliards qu'il avait vraiment promis a été réalisé ou bien a été concrétisé quelque part. Et je pense que c'est ce même slogan, c'est ce même scénario qui a été répété au niveau de Pékin. Meeting à Pékin, conférence de presse à Guédiawaye. Ici, ce sont les militants du parti politique Rewmi qui se prononcent sur le conseil des ministres délocalisés. Nous demandons solennellement au président Macky Sall d'arrêter ces conseils des ministres décentralisés, qui ne sont qu'en réalité des moments de distribution d'argent du contribuable aux militants de l'APR et de concentrer nos maigres moyens pour régler les priorités des Sénégalais. La mouvance présidentielle à Guédiawaye promet de se prononcer sur le conseil des ministres décentralisés bientôt. Je vous l'annonçais en titre, le système judiciaire complètement paralysé ce mardi. Le Sytjus a entamé une grève de 3 jours. Alors à Saint-Louis, la grève est suivie à 100%. Nos reporters ont fait un tour au tribunal régional et puis sur place, ils ont constaté que les portes étaient fermées au grand désarroi des visiteurs. Ousseynou Diop et Habib Sek. La grève de 3 jours entamée par le syndicat des travailleurs de la justice est bien suivie à Saint-Louis. Au tribunal régional, les portes des greffiers sont fermées. Les visiteurs doivent retourner vendredi prochain. Pour les grévistes, le gouvernement doit répondre à leur plateforme revendicative, sans quoi le fonctionnement de la justice sera toujours paralysé. Rien n'entre comme rien ne sort. La raison est très simple. Le greffe est la porte d'entrée et de sortie des juridictions. La grève est bien sentie par les populations. Abdou Ndiaye est venu du village de Leibar, situé à 8 km de la ville de Saint-Louis. Il voulait se procurer d'une autorisation de visite. Mamadou Adiba, lui, voulait retirer un casier judiciaire déposé par son ami il y a quelques jours, mais ils vont tous retourner les mains vides. J'ai tout fait pour chercher un papier, mais je n'ai pas pu trouver parce que les gars sont en grève. Bon, j'ai passé ce matin, on m'a dit qu'ils sont en grève. C'est pourquoi je n'ai pas pu obtenir le casier judiciaire et ils m'ont dit d'attendre vendredi. Et la personne qui partait sur Kédougou, elle devait partir aujourd'hui même. À l'avenir, ces populations demandent aux syndicalistes de sensibiliser les citoyens. Ces situations doivent s'arrêter au Sénégal, quoi. Vraiment, un pays qui se veut émergent doit vraiment cesser certaines choses, quoi, vraiment. Le gouvernement aussi doit leur aider dans leurs revendications, parce que sinon tout le monde sera pénalisé. Le Sytjus demande le respect de sa plateforme revendicative. En priorité, l'indemnité de logement, l'élargissement de l'assiette au fonds commun, entre autres. Nous demandons également à l'autorité d'élargir l'assiette du fonds commun et d'octroyer aux autres agents administratifs une prime d'incitation à la sérénité. Ce mardi, le tribunal régional était occupé par les agents de sécurité de proximité. Tous les visiteurs ont rebouché chemin avec des mains vides. Pour éviter des déplacements inutiles et coûteux, ils demandent aux syndicalistes de sensibiliser les populations prochainement. Je vous parlais hier d'une panne qui a endommagé des appareils dans certains foyers dans le quartier de Cambérène 1. Eh bien, la Sénélec a réagi. La Société nationale d'électricité qui a décelé des défaillances techniques à l'origine de cette panne compte assurer pleinement son rôle et appelle les victimes à se rapprocher de ces services. Hadi Atala. Indexé par les populations de Cambérène 1 d'être responsable des désagréments dus à une panne électrique, la Sénélec ne dégage pas ses responsabilités et compte apporter des solutions. Donc on a eu une pièce qui a eu une défaillance au niveau d'un support et qui a entraîné une surtension sur à peu près une trentaine de maisons. Et cette surtension a entraîné beaucoup de dégâts sur le matériel électroménager. La Sénélec va plus loin. Elle invite les sinistrés à se rapprocher de la direction pour préjudice subi. On demande aux populations qui sont victimes de ces dégâts de faire des correspondances, de faire constater s'ils veulent par un huissier et de faire un courrier adressé à monsieur le directeur général de la Sénélec pour un remboursement. Bon, maintenant aujourd'hui,
Les gens ils pensent que en fait, ce remboursement-là ne se fait pas, mais à l'heure où vraiment je vous parle, c'est des centaines de millions qui sont remboursés par l'assurance de la Sénélec. La société d'électricité alerte les consommateurs et les invite à changer de comportement. Souvent, Sénélec fait un réseau qui est correct et maintenant les gens, avec les constructions qu'ils font, ils avancent les balcons et ces balcons-là se frottent au niveau de ces fils et en général, ça crée des courts-circuits ou bien des blessures en hivernage. Cambérène 1 a été victime de coupures d'électricité entraînant un court-circuit et endommageant du matériel électronique, poussant certains à tirer la sonnette d'alarme, surtout en cette période d'hivernage. Surtout en cette période d'hivernage, l'eau et la pluie ne faisant pas bon ménage, la Sénélec déclare avoir pris justement toutes les dispositions nécessaires pour éviter les électrocutions ou autres incidents dus à des pannes techniques dans certains quartiers de Dakar. Je propose d'écouter à nouveau Oumar Diallo, chef du service distribution au niveau de Sénélec, toujours au micro d'Ali Attala. Pour les quartiers qui sont inondables, en fait, nous faisons le recensement. Par exemple, je peux donner le cas de Ouest Foire, où vraiment, pendant une période, il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, on avait une zone où vraiment c'était inondé. Donc la Sénélec a effectué des investissements et dans cette zone-là, on a repris le réseau. En fait, on a mis un réseau en aérien. Parce que quand vous faites un réseau en aérien, si la zone est inondée, pratiquement, vous n'avez plus de risque. Maintenant, il y a des zones où vraiment les populations ont habité et le réseau est en souterrain. Quand il y a des inondations, on est obligé d'isoler. Pratiquement, quand on nous signale des zones où vraiment il y a une forte présence d'eau et que le réseau est en souterrain, on est obligé de venir d'isoler ces réseaux-là en attendant de trouver une solution ou bien que l'eau puisse partir. Un nouveau logiciel a semé le désordre ce matin au service facturation de l'hôpital général de Grand Yoff. Installé mais pas encore maîtrisé par ses récipiendaires, il a fait accuser un retard important aux clients qui s'en sont plaints. La direction de l'établissement de santé publique s'en est toutefois excusée et parle de tests qui ne devraient pas trop durer. Maïmouna Ndiaye. Un nouveau système, un logiciel, des patients en attente dans tous les services. Nous sommes à l'hôpital général de Grand Yoff. Vous devez essayer en espèces. Non. Ce dispositif est à sa phase test des heures de vision. Cet accompagnateur regrette. On est là depuis 7h30. En fait, on nous a dit qu'il y a un nouveau système qui est en train d'être mis en place pour la rapidité des examens. C'est une perte de temps parce qu'on est là depuis 7h30. On est en facturation depuis 8 heures. Donc on n'arrive pas à être facturé. L'attente est quand même trop longue. Premier jour, dysfonctionnement noté. La direction de Ogui s'explique. La facturation est le cœur du système. Donc nous avions un logiciel de facturation qui était là depuis 2011 mais qui n'avait pas donné de satisfaction. Même les rapports du commissaire aux comptes ont montré les défaillances et les faiblesses de ce logiciel. Donc l'hôpital, dans le diagnostic, a acquis un nouveau logiciel. Et c'est le premier jour aujourd'hui. Donc vous comprendrez avec moi que c'est en phase test. Nous avons même renforcé les places assises pour que les patients se sentent bien et sachent que vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est pour eux. Échographie, radiographie, scanner, entre autres. La directrice de l'hôpital général de Grand Yoff rassure les patients. Elle annonce une série d'innovations pour plus de rapidité et d'efficacité dans le travail. L'installation de ces matériaux entre dans le cadre du projet d'établissement 2017-2021. Risque de perturbation dans le secteur des transports. Les syndicalistes du 10 secteur en assemblée générale cet après-midi menacent de paralyser le système plutôt sur l'ensemble du territoire le 17 août prochain. Ils s'insurgent contre l'arrêt de certains bus mis en circulation depuis des années. Selon la douane, ces véhicules ont dépassé l'âge limite d'entrée au Sénégal. Je vous propose d'écouter Abdou Karim Sek, porte-parole du collectif des transporteurs. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop.
c'est l'immobilisation par la douane sénégalaise de plusieurs dizaines de véhicules à travers tout le territoire national sous le prétexte, une prétendue raison d'âge non conforme. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'il y avait un problème au niveau des CMC et des cartes grises qui sont venues avec l'importation des véhicules. Donc, nous avons trouvé qu'il est tout à fait anormal qu'après avoir décrit tout le circuit administratif, après avoir rempli toutes les formalités administratives requises, douane, transport routier et impôts et domaines, que l'on puisse demander à un véhicule qui a été mis en circulation depuis des années de s'arrêter parce qu'il simplement y a eu erreur quelque part au niveau du service des douanes. Alors donc nous avons protesté contre cette décision inique et nous ne l'acceptons pas. Nous exigeons que nos véhicules soient libérés le plus tôt possible, de préférence dans les 48 heures. Et au-delà de cela, nous avons rassemblé notre plateforme en 27 points, dont ce premier point dont je viens de parler. Et nous sommes prêts à aller en grève si nous n'obtenons pas satisfaction auprès de l'État sénégalais à compter du mercredi 17 août à partir de 0h. Parlons éducation à présent dans cette édition, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement privé au Sénégal au menu d'une réflexion initiée depuis le 19 juillet dernier. Des acteurs de l'alphabétisation de l'enseignement privé y prennent part. L'enseignement des langues nationales et le bilinguisme pourraient être d'un apport important dans l'éducation des enfants, mais déjà des contraintes d'ordre social se posent, lesquelles ? Malik Soumaré, chef division enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale, nous en dit plus au micro d'Aminata Mbaresso. Depuis que nous avons quitté les États généraux de l'éducation en 1981 jusqu'à présent, il y a eu plusieurs expériences d'introduction des langues nationales. Aujourd'hui, il est reconnu sur le plan international, sur le plan universel, que la place des langues nationales est primordiale dans les apprentissages, dans les enseignements apprentissages. C'est pourquoi un programme important du Sénégal est accompagné par la coopération française, le programme ELAN, École et langue nationale. Donc quand les coopérations étrangères, françaises même, investissent dans nos langues nationales, ça montre que scientifiquement l'utilité, l'importance des langues nationales, et ça se fait. Aujourd'hui, le Sénégal a développé des stratégies innovantes. Ces panels que nous sommes, les universités de renom qui sont en train de l'animer, et je pense que les réflexions en cours et surtout ce qui se fait au niveau du secrétaire d'État aux langues nationales constituent des avancées majeures pour l'éducation, l'introduction des langues nationales au Sénégal. Visite d'une délégation de la COSIDEP à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'occasion pour ces acteurs de l'éducation de soulever plusieurs questions relatives à la crise qui a secoué le système éducatif. Le recteur Baïdala Ekane, qui a reçu la délégation, a tenu toutefois à les rassurer. Selon le président de l'Assemblée universitaire de Saint-Louis, l'État veille de manière rigoureuse à l'enseignement supérieur et à l'avenir des étudiants formés. Ousseynou Diop, Habib Sek. Vous le savez, l'enseignement supérieur au Sénégal était aujourd'hui à un tournant très important où l'État du Sénégal est en train de travailler à améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, à améliorer la qualité et la pertinence des offres de formation et de s'assurer à l'évaluation que notre système est efficace. Efficace signifie qu'on ait de bons taux de réussite et de promotion des étudiants formés, c'est-à-dire beaucoup de diplômés, mais également efficacité externe, c'est-à-dire un bon taux d'insertion, que nos diplômés puissent s'insérer. En résumé, comme cela est bien inscrit dans le plan Sénégal émergent, un des piliers étant le capital humain, c'est de créer les conditions pour que les universités jouissent pleinement leur partition, justement, dans la construction de ce capital humain par la formation de ressources humaines de qualité et employables au bénéfice de notre économie. Pour une meilleure transparence dans les passations des marchés publics, l'Agence de régulation des marchés publics vient de procéder à la traduction du Code des marchés en langue wolof. Cette démarche est destinée à faciliter la tâche aux soumissionnaires. 2 autres documents qui accompagnent le Code ont été dévoilés. C'était lors d'un atelier qui s'est ouvert à Dakar ce matin en présence de Fatima et Diafaraba. Pour une meilleure compréhension du Code des marchés publics, l'ARMP l'a traduit en Wolof, ce document d'une importance capitale dans l'attribution des marchés. Nous avons trié un certain nombre d'études qui ont été réalisées
et qu'il nous paraît important de mettre à la disposition du public. D'abord, le Code des marchés publics a été traduit en Wolof, ce qui est une chose extrêmement importante. Parce qu'il faut se dire également que, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup d'intervenants du secteur informel dans les domaines des marchés publics. Il faut également que l'information accède à ces populations. 2 autres documents accompagnent le code. Il s'agit d'un guide du soumissionnaire et d'un checklist. Nous avons réalisé un guide des soumissionnaires didactique, très simple, facile, compréhensible, qui permet aux gens, aux uns et aux autres, de comprendre l'ensemble des activités qu'il convient de mener pour engager dans les formes ces marchés et dans la célérité. À côté du guide du soumissionnaire, nous avons réalisé également un checklist. Ces innovations apportées par l'autorité de régulation des marchés publics sont saluées par le ministre de la Bonne Gouvernance. Cela consacre justement à la décentralisation des pouvoirs. Et quand les acteurs ont le pouvoir, il faudrait aussi qu'ils aient justement la capacité à travailler à travers les documents de base qui permettent justement la transparence. Et le Code des marchés en est un. Sa traduction en français et en Wolof, sa traduction en Wolof du français en Wolof donc est une action salutaire. Et en cela, j'aimerais féliciter Mme Aram Fall qui a déjà traduit le Code électoral. Et ce travail vraiment est remarquable et ça permet justement de rapprocher le Code justement de ses utilisateurs. Ces documents ont été élaborés avec l'appui de l'Union européenne, documents mis à la disposition des acteurs des marchés publics. Vers un renforcement du partenariat entre l'armée et le groupe Futur Média, le colonel Abdou Ndiaye, directeur des relations publiques, a confirmé cette information. Il remplace à ce poste le général Abou Thiam. Les 2 gradés de la Grande Muette ont effectué une visite de courtoisie dans les locaux du groupe Futur Média. Ils ont eu un entretien avec les responsables. C'était en présence de Chérif Dia Ibou Cissé pour le compte-rendu de cette visite. Voici le tout nouveau directeur des relations publiques des armées. Le colonel Abdou Ndiaye succède au général Abou Thiam, nouvellement promu. Avant son départ, le général Thiam a tenu à présenter son successeur au responsable du groupe Futur Média. Le nouveau DIRPA compte travailler dans la continuité. Nous avons cette volonté de pouvoir continuer donc l'œuvre qui a été accomplie jusque-là par le général Thiam, mais pour permettre à nos populations d'avoir la bonne information pour tout ce qui concerne les questions militaires. Le leadership de l'armée sénégalaise, conjugué à celui du groupe Futur Média, pourrait déboucher sur un bon partenariat, selon le directeur général du groupe Futur Média. Nous sommes conscients également en tant que journalistes, particulièrement au groupe Futur Média, du leadership de l'armée sénégalaise. Leadership pas seulement à l'intérieur de nos frontières, mais en Afrique et dans le monde. Elle est sollicitée partout. Nous, modestement, étant leaders également dans notre domaine, je veux parler du groupe Futur Média, nous pensons que nous devrions être des partenaires dans le respect des missions de l'armée nationale, mais également des missions de la presse. Parfois, le devoir d'informer du journaliste se heurte à la sensibilité de l'information militaire, mais les 2 parties insistent sur l'intérêt supérieur du Sénégal. Vous avez votre objectif, c'est rechercher le scoop. Nous avons le devoir d'informer les populations de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons avec des contraintes quand même liées au métier militaire. Donc il y a des questions pour lesquelles il est difficile, donc sur lesquelles on ne peut pas se pencher. Pourquoi? Parce qu'il y va de la sécurité de notre pays. Donc c'est notre intérêt à nous, mais c'est l'intérêt également des médias, parce que ce sont des Sénégalais tout comme nous. Il peut y avoir quelques frictions entre celui qui cherche tout et qui veut tout révéler et celle qui est obligée parfois de garder certaines informations parce que tout simplement elles peuvent, étant révélées, constituer une menace pour la sécurité des populations. Il me semble de ce point de vue d'ailleurs qu'il ne devrait même pas y avoir de malentendus parce que la presse elle-même est consciente que toute information n'est pas bon à dire. Le général Abou Thiam témoigne sa reconnaissance au groupe Futur Média. Son successeur, lui, souhaite pérenniser cette collaboration avec la presse, surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, le tout dans la responsabilité.
La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec du football. Le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gana Gueye va évoluer sous les couleurs d'Everton en première ligue anglaise cette saison. L'ancien pensionnaire de l'académie Jambar de Sali a signé un contrat de 4 ans plus en option. Gana Gueye, âgé de 26 ans, jouait à Aston Villa, un club relégué Championship la saison dernière. À Everton, il va porter le numéro 17. Guédiawaye sera bientôt doté d'un nouveau stade. Le bijou de 3000 places coûte 1,3 milliard de nos francs. La durée des travaux n'a pas été précisée. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre. Les propos de Mohamed Boun Abdallah Dionne sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. Il y a moins de 10 jours, le chef de l'État, lors du conseil des ministres décentralisés ici à Guédiawaye, à Pikine, dans la région de Dakar, avait confirmé la construction d'un nouveau stade, le stade Yarem, entièrement à reconstruire ici dans la commune de Wakhinane pour un budget d'1,3 milliard de francs CFA. Et c'est ici que seront construits dès la semaine prochaine, après la destruction de toute l'infrastructure existante. Il sera reconstruit un stade de 3000 places. Un stade doté également d'une pelouse synthétique. Et puis, football toujours. Sachez que la finale de la Coupe dédiée à l'international sénégalais Moussa Sow a vécu aux Yvelines en France. L'équipe des Sénégalais de l'extérieur l'a remporté 1-0 devant Diamono. L'objectif du tournoi est de sensibiliser les jeunes d'origine sénégalaise issus de l'immigration sur l'importance de disposer de la nationalité de leurs parents. Reportage signé notre correspondant sur place à Paris, Ibrahima Kamara. Au départ, les équipes étaient au nombre de 6 venues d'un peu partout en France. L'équipe dite des Sénégalais de l'extérieur a remporté la coupe devant Diamono sur 1-0. L'objectif n'a pas été omis dans les discours. Une mention spéciale au Lion Moussa Sow. Ce genre de manifestation permet de rapprocher les jeunes qui sont nés ici. Nous avons tout le dispositif au niveau du consulat qui peut vous permettre de pouvoir disposer de cette nationalité et de bénéficier de tout ce que la République peut offrir à ses enfants. Ouais, c'est toujours un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce que bon, on vous sollicite. Moussa, c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire représente la jeunesse du pays, du Sénégal, de tous ces côtés positifs-là. Donc c'est une fierté. Revivifier ou revitaliser de grandes figures, à savoir Jules François Bocandé, mais aussi Doudou Ndiaye Rose en ce qui concerne la musique. Les matchs ont été joués avec beaucoup de professionnalisme, mais aussi du fair play avec des joueurs semi-professionnels. Un grand bravo aux jeunes de Mantes et aussi de Cogère, parce que aussi, voilà, c'est pas facile d'organiser ce genre de choses. La Cogère de France, très satisfait de l'organisation, a bouclé la fête par une soirée sénégalaise, histoire de danser au rythme du Malar pour combler la nostalgie du pays. Merci de nous suivre ici au Sénégal et partout ailleurs. Fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je m'en vais passer le témoin à Chérif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour toutes ces infos. Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre journal, les coupures d'électricité qui reviennent en cette période de chaleur. Eh bien, c'est le sujet de l'invité du 20h dans un instant avec Antoine Diouf. Merci.
Merci de votre fidélité renouvelée à la TFM, miroir du Sénégal. Place maintenant à l'invité du 20h, des perturbations dans la distribution en électricité. Vous l'avez peut-être vécu ces derniers temps au Sénégal, une situation désagréable, surtout en ces périodes où le thermomètre frôle les 30 degrés. Eh bien, on en parle ce soir dans l'invité du 20h avec un des responsables à la Sénélec. Antoine Diouf, bonsoir. Chérif, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Moussa Dia.